fichier S? C'est d'abord une forme de révolte parce que tout ceci est d'une tragédie puissante. D'autre part, en termes d'action, on voit bien qu'il était repéré. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation d'être repérés et qu'on est obligé quand même de faire une sélection entre ceux qui nous paraissent devoir passer à l'acte et ceux qui ne donnent pas le sentiment de pouvoir passer à l'acte. Et donc, ça veut dire qu'il y a des trous énormes dans notre filet actuel. Donc, ça veut dire qu'il va falloir quand même resserrer notre organisation, notamment notre système de renseignement. Beaucoup d'efforts ont été faits dans la période récente. Vous remarquerez quand même que tous ces gens-là sont quand même déjà dans un certain nombre de repères. On les a identifiés. Il est clair qu'on n'est pas capable aujourd'hui de bien mesurer la capacité de passage à l'acte. Donc ça n'est pas satisfaisant. Donc quand Laurent Wauquiez parle d'aveuglement et d'inaction, quand Marine Le Pen dénonce les commentaires d'une vacuité affligeante de Gérard Collomb, ils n'ont pas complètement tort? Non, mais je pense qu'ils font de la polémique et que sur ces sujets, la polémique ne sert pas à grand-chose. C'est de la démagogie, clairement. Je pense que qu'au fond, c'est de la bataille politique. Mais il est extraordinairement difficile. Est-ce que vous dites que ce sont des démagogues aujourd'hui face au drame que vivent les Français? Je ne cherche pas à accuser, c'est trop grave. Je pense à la famille des blessés. Je pense que tout ceci peut arriver n'importe où, dans n'importe quel pays, et que ceci est extrêmement grave parce que ce sont des actes qui sont isolés, qui sont extrêmement difficiles à identifier. Donc on identifie un certain nombre de personnalités, mais il est clair que dans nos fichiers, on n'est pas suffisamment précis aujourd'hui pour identifier ceux qui sont sur le point de passer à l'acte. On les repère, mais on n'empêche pas le passage à l'acte. Alors comment faire? Mais quand vous repérez des milliers de gens, parce que nous parlons, mais en France, il y a tous ceux qui circulent partout. Et donc vous voyez bien que la menace, elle est diffuse, elle est partout. Donc il faut certes avoir une politique de l'information et du renseignement qui soit plus serrée pour mieux anticiper ce qui passe à l'acte, mais il faut aussi traiter les problèmes plus au fond et faire en sorte qu'aujourd'hui, d'autres attitudes, y compris des attitudes des pays occidentaux, face à tout le désespoir d'une jeunesse qui est aujourd'hui une jeunesse qui est entrée dans une extrême violence, et que si on ne traite pas les sujets de fond, et on ne les traite pas par des questions militaires, on l'a vu avec la guerre en Irak, on le voit avec tout ce qui se fait, la dérive de militarisation crée elle aussi, du terrorisme. Et donc, en même temps, il faut mieux surveiller, mieux contrôler et mieux prévenir, mais il faut aussi traiter les racines du mal au fond. Donc, ce que vous dites, si je comprends bien, réclamer l'expulsion des étrangers immédiate qui sont fichus. Vous dites, en gros, ça, c'est pas à la hauteur du débat public. Ce qu'il faut, c'est renforcer le service de renseignement davantage. Bien sûr. Nous avons une grille qui a beaucoup progressé, mais qui n'est pas assez fine. Donc, et le gouvernement, parce que c'est ça en fait qui est renvoyé comme questionnement au gouvernement. Le gouvernement ne peut pas se contenter de dire on est dans un état de droit. Compte tenu de cet état de droit, on ne peut pas renforcer notre arsenal de réponse à ce type d'attentat. Nous avons eu, sur la proposition de M. Valls, un débat au Parlement et on a bien vu que la question des libertés individuelles poser un certain nombre de limites à nos informations. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut continuer dans la direction qui est engagée, c'est-à-dire avoir un maillage beaucoup plus serré de l'information de manière à mieux identifier ceux qui sont aujourd'hui capables de passer à l'acte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à cela. Il faut aussi avoir un dialogue multilatéral aujourd'hui avec un certain nombre de pays qui sont des pays sources de terrorisme. Et c'est dans ces pays sources-là qu'on peut essayer de traiter l'élection. Quand vous voyez qu'il y a 3000 jeunes... La Tchétchénie est justement un vivier de terrorisme. Bien sûr. Vous le savez, et la Tunisie, mais il y a beaucoup plus près de nous. La Tunisie, aujourd'hui, c'est sans doute le pays du Maghreb qui a envoyé le plus de jeunes chez Daesh. Donc on a un certain nombre de bombes à portée de nos frontières et il faut traiter ces sujets-là avec les pays concernés. Il ne suffit pas d'avoir un flicage systématique. C'est-à-dire, Jean-Pierre Raffarin. C'est-à-dire que je pense que et nous en avons travaillé aujourd'hui avec Leaders pour la paix sur ce sujet. Je pense que la frontière entre la Libye et la Tunisie est aujourd'hui un des lieux, sans doute, source du terrorisme. Ça veut dire quoi, une passoire? Ça veut dire qu'il y a des mafias. Ça veut dire que c'est une passoire. Il y a déjà 2 millions d'immigrés libyens qui sont en Tunisie.
2 millions sur une population de 10 millions. Vous imaginez les possibilités de déstabilisation qu'il y a là. Et quand on gagne du terrain au Levant contre Daesh, qu'est-ce qu'ils font, les terroristes? Ils vont en Libye. Et quand ils sont en Libye, ils menacent quoi? Ils menacent notre pays frère qui est la Tunisie, qui est toute proche et qui, si elle devait être déstabilisée... Ça, c'est le constat. Et vous avez sans doute raison, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement qu'on ne laisse pas indifférent, d'abord, les questions techniques sur la frontière. Des travaux ont été faits. Même nos amis allemands ont fait des financements pour sécuriser cette frontière. Nous avons donné de l'argent aux Libyens et aux Tunisiens pour que sécuriser la frontière, travailler les questions de développement et organiser un dialogue multilatéral. Car il faut mettre les pays autour de la table de toute cette région-là. Et donc, il est clair que le terrorisme, ça se combat par une politique de renseignement, ça se combat aussi par un dialogue multilatéral dans les pays qui sont les pays sources du terrorisme. Pour revenir une seconde en France, et c'est important puisque c'est lui qui mène cette politique antiterroriste, certains à droite remettent en cause la compétence de Gérard Collomb. Écoutez, toutes ces polémiques-là ne m'intéressent plus. Moi, si j'ai quitté la politique, c'est pas pour dire, moi, je veux critiquer celui-là pour prendre sa place. Je vois plein de gens qui veulent... Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, je pense que quand on est en tension, tout le monde répète qu'on est en guerre. Quand on est en guerre, eh bien, on est derrière ceux qui sont au front et on essaie d'être soudés et on essaie de travailler. Moi, ce que je pense, c'est que on travaille pas suffisamment la paix. Tout le monde parle de guerre. Mais vous dites qu'il y a une forme d'inconscience de l'opinion à l'égard des risques de guerre. Je vous cite. Nous faisons, alors là, vous parlez des Français. Nous faisons la guerre contre tout et rien. Nous, les Français, vous nous décrivez comme ça. Le mardi, je manifeste. Le mercredi, je signe une tribune. Et le jeudi, je pars en week-end. C'est très bobo, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez vu dimanche soir les rentrées sur Paris. Bon, on nous dit régulièrement, on est en guerre. On est en guerre. Mais heureusement qu'elle continue. Qu'est-ce que c'est que la guerre? Quand on dit qu'on est en guerre, qu'est-ce que c'est que la guerre? La guerre, c'est la tragédie. La guerre, c'est la déconstruction. La guerre, c'est horrible. Il faut être Monsieur Trump pour parler. Je veux responsabiliser. Ce que je voudrais, c'est qu'on soit un peu cohérent. Qu'on ne dise pas comme ça le matin partout, on est en guerre, et puis qu'ensuite, on ne prenne aucune mesure. Si on est en guerre, ça veut dire qu'il y a des sacrifices à faire, y compris sur un terrain budgétaire. Si on est en guerre, ça veut dire qu'il faut mieux protéger nos concitoyens. On est en guerre aujourd'hui. Quel type de sacrifice vous évoquez? Du sacrifice budgétaire, par exemple. Mais sur quoi? Par exemple, sur nos moyens de défense, sur nos moyens de protection, sur le contrôle des frontières. Il est augmenté dans la loi de programmation militaire. Mais bien sûr, mais ça, ce sont des choses qu'il faut faire sur de très nombreuses années. On n'est pas dans une actualité quotidienne, on est sur un sujet qui est un sujet pour les 10 ou 15 prochaines années. Donc, il faut avoir une très grande ambition pour la sécurité. Mais les voient, les tensions, par exemple, au 1er mai, quand ils voient les images de ce qui se passe sur le pont d'Austerlitz avec ces affrontements, c'est une forme de guerre aussi, non? Ça, c'est une forme de guerre civile. On le voit, on s'en inquiète. On le ressent, mais est-ce qu'on est suffisamment conscient qu'il faudrait aider davantage, par exemple, la Tunisie? Est-ce que vous avez vu dans le plan Juncker un grand plan d'investissement pour l'Europe qu'on a travaillé pour essayer de développer aussi la Tunisie? La Tunisie, ça fait partie de notre frontière européenne. Et donc, tout ce qui peut se passer au Maroc, en Algérie, en Tunisie... C'est sous-traité, dites-vous, et ça ne l'est pas. Un mot, parce que évidemment il y a eu les événements provoqués par Trump la semaine dernière. Il a déchiré l'accord nucléaire, il l'avait fait avec l'accord climat. Aujourd'hui, il déménage l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Trump, facteur de guerre, lui? Je pense que ce qui est facteur de guerre, c'est la décision unilatérale. On l'avait d'ailleurs vu avec l'Ukraine et la Crimée. Aujourd'hui, on a plusieurs menaces nouvelles. On a naturellement le terrorisme, on a le retour des grandes puissances. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de l'Iran. Toutes ces grandes puissances ont tendance quelquefois à avoir des politiques qui sont plus unilatérales que multilatérales. Le multilatéralisme est quelque peu affaibli, voire en crise. Je pense à l'ONU, je pense à l'UNESCO. Monsieur Trump veut quitter l'UNESCO. Nous avons mis en place des institutions internationales. Ces institutions sont Emmanuel Macron, le chantre de multilatéralisme, est allé voir Trump, ça n'a eu aucune influence. Oui, mais ça c'est de la politique de court terme. Ce qui compte, c'est la politique de long terme aujourd'hui. Mais comment restaurer le multilatéralisme? C'est le multilatéralisme, justement. C'est pour ça que j'ai créé une fondation. C'est parce qu'on voit bien que, sur la guerre, on a toutes les écoles de guerre qu'il faut. Sur la guerre, on a tous les moyens d'information. Mais sur la paix, vous connaissez une école où on apprend la paix? Vous savez que la paix, c'est un effort, qu'il faut faire pour la paix. Autant d'efforts. Il faut faire autant d'efforts pour la paix que pour cette affaire aujourd'hui
vis-à-vis de la situation en Iran. Il est évident qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que l'Iran a menacé Israël et qu'Israël se dit qu'ils ont peut-être les bonnes conditions aujourd'hui pour se protéger définitivement de l'Iran. Et donc on a des risques qui sont majeurs. Il faut protéger cet accord. Pour protéger cet accord, il faut un dialogue multilatéral. Mais le multilatéralisme... Mais avec qui l'Europe n'existe plus? En tout cas, dans cette affaire, elle est faible. Il y a le Brexit, Alors là, etc. Vous faites un constat. Mais que pouvez-vous proposer? Moi, j'ai une proposition à vous faire. C'est aujourd'hui, on voit bien qu'il y a besoin d'un G4 sur ce sujet. Le G4, ce serait l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine. Si vous créez là ces 4 pays qui ont des visions communes sur ces sujets. Et qu'est-ce qu'il doit aller dire à Poutine, alors Emmanuel Macron, là, à la fin du mois? Lui dire qu'il faut absolument essayer de dégager une position commune de la Russie, de la Chine, de l'Allemagne et de la France Poutine, pour faire pression. Poutine, il n'en a rien contre rien, c'est l'homme du rapport de force. Mais ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont des intérêts et que chacun d'entre nous, on pèsera pas suffisamment vis-à-vis de Trump. En revanche, s'il y a un accord, c'est un grand accord eurasiatique entre l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine, je vous assure que sur la Turquie, que sur l'Iran, là il y a le moyen de peser. C'est donc des idées nouvelles qu'il faut lancer, ce qu'on appelle cette dorsale euro-asiatique. Il faut pouvoir la construire. Est-ce que vous entendez parler de ces sujets-là? Alors on parle naturellement du gouvernement qu'il faut remplacer, mais le fond de l'affaire, c'est d'avoir des idées nouvelles. Notre boîte à outils diplomatique, elle est usée, elle est fatiguée. Il faut des idées nouvelles. Il faut travailler la paix comme on a travaillé la guerre. L'énergie et l'innovation. C'est passionnant en tout cas d'en parler. Vous lancez aujourd'hui votre fondation Leader pour la paix. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui dit